Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, François. Salut, Alex. Je veux te dire, d'entrée de jeu, j'aimerais saluer Marie-Claude Baudry, qui est la maman de notre invitée de la semaine passée, Oui. Élise Baudry, qui a pris la peine de me téléphoner pour me dire comment toute la famille, les grands-parents, les oncles, les tantes et la famille de Élise ont apprécié l'émission et son passage. Et on avait son frère Alexandre qui était avec nous également en observation un petit peu. Alors, je voulais les saluer. Puis, on le disait hors d'onde, nous, c'est notre paye, ça, des messages comme ça. Oh, oui, monsieur. Oui, pour parce toute que l'équipe. Tu m'as envoyé un message texte vocal hier, lundi soir. Et là, je me demandais où tu t'en allais avec ça. Parce que dernièrement, quand François me textait, c'était jamais des bonnes nouvelles. Alors, des décès, des choses comme ça. Alors là, c'est exactement ce que je t'ai répondu. C'est notre paye. Juste de même, commence à faire froid de plus en plus. Mais Tiger s'est inscrit au tournoi avec son fils. Ça, c'est le fun. Oui, c'est le fun de voir le jeune Wood. Hein? Écoute, Charlie Wood est rendu aussi populaire que déjà plusieurs golfeurs de la PGA, Alex. Il est-tu commit dans une université? Il va sûrement suivre Pas Stanford encore, je pense. comme son père, écoute, peut-être? C'est sûr que ça va être incroyable, le développement de cet enfant-là. Parce que c'est encore un enfant, on se le cachera pas, mais de voir Tiger qui est de retour avec son fils qui suit de près, on le regarde frapper. Les mêmes tics, Alex, frappe en même temps, la même finition. C'est de toute beauté. Il y a un golfeur qui lui a demandé, je me souviens plus c'est qui, à savoir s'il l'avait overdrivé à date. Il a dit non, mais qu'il l'a battu quand même sur un 18. Quand même, hein? Écoute, tu bats Tiger Woods là, un petit mardi matin, c'est le fun. Ouais. Belle émission. C'est vrai qu'en ce moment, écoute, le Talk of the Town, c'est le football au Québec actuellement. Et qui de mieux qu'Alex Surprenant pour venir nous en parler? Oui, absolument. Ça fait quelques semaines qu'Alex devait venir à l'émission. On l'a remis. Et quel timing incroyable. Les Alouettes sont champions, les Carabins sont champions. La saison universitaire de la Ligue canadienne est terminée. Alors, show complet, football universitaire canadien avec le coordonnateur offensif des Stingers de Concordia, Alex Surprenant. Et juste vite de même, le bol d'or, là, c'est Limoilou qui l'a gagné. Ils ont une défaite dans l'année. Tu sais, c'est contre qui? Les Géants. Et voilà. Bienvenue à Sport Express. François, plusieurs personnes se targuent à dire depuis quelques jours maintenant, surtout avec la victoire des Carabins, que Montréal est football depuis quelques temps. Il y en a qui essaient de se faire du capital politique là, parce qu'on dit que les Alouettes ont gagné, les Carabins ont gagné. Quand est-ce une équipe Québec au football? Pourtant, ça existe déjà, on va en parler tantôt. Mais ceci dit, c'est vrai que Montréal est football. Et s'il y en a un qui trempe là-dedans, c'est bien notre invité, Chouchou, qui vient nous voir depuis des années. Au moins une fois par année. Alex Surprenant qui est là avec ses Stingers de Concordia. Salut. Bonjour, messieurs. Salut, coach. À chaque fois que je dis non Stinger ou j'ai envie de prendre un photo, ça c'est une autre histoire. C'est un classique, ça, dans les parties universitaires? Est-ce que... Je me vois pas offrir autre chose depuis que je travaille à Concordia. C'est ce que je me dis. T'as pas le choix d'offrir le bon vieux Stinger. C'est vrai que ça a été, écoute, une belle saison quand même, perdue en demi-finale, mais tu le disais hors d'onde que quand on va parler de la saison des Carabins, avec leur belle victoire à la Coupe Vanier, c'est 11 victoires, 1 défaite. Et cette défaite-là est arrivée contre vous autres. Oui, mais écoute, ça, nous autres, 5 victoires, 3 défaites. Donc, un premier match en début de saison difficile contre ces mêmes Carabins-là. Après ça, on s'en va à Sherbrooke. On perd 21-0 à la demi. On fait une remontée incroyable. On gagne ce match-là en prolongation. Puis après ça, on a pris du rythme. On a battu McGill de façon convaincante. Perdu 2 fois consécutives contre le Rouge et Or dans des matchs assez serrés. Puis après ça, ça a encore été des bonnes performances dominantes contre Sherbrooke, dominantes contre McGill, puis pour finalement surprendre les Carabins au Sepsum à la semaine 10, qui a été une belle victoire. Devant leurs partisans. Oui, ça, puis on perdait 14-0 à la demi. Il y avait un peu de vent. Montréal a fait le choix de nous donner le ballon une deuxième fois, puis... On l'a pris comme une insulte. On a traversé le terrain, on a marqué. Ça a ramené ça 14-7. Puis on a marqué 16 points sans riposte là, pour terminer avec un placement sur le dernier jeu du match. Puis après ça, comme tu l'as mentionné en demi-finale, je l'ai encore un peu de travail dans la gorge. Je m'en tirais pas. Je pense qu'on a manqué une belle opportunité. Tu es à Québec. C'est pas facile de gagner là. Tu es en série éliminatoire. Tu perds par 14 points au 4e quart. Tu réussis à créer l'égalité. Puis des petites erreurs d'exécution qui font en sorte
on sort pas de là avec une victoire, mais je pense que pour les gens qui ont regardé le match à TVA Sport, on a donné tout un show qui était définitivement plus intéressant que la Dunsmore de 12 à 6. Là, il y a des points qui sont marqués, des verges qui ont été gagnés. Ça a été un bon spectacle, je pense. Je sais que tu as une question, mais tu me la laisses non, mais dans le fond, c'était même pas une question, mais c'est vrai que TVA Sport, par exemple, on a beau chialer contre ce réseau-là, mais donne une très belle visibilité au niveau du football universitaire. Puis je trouve ça super intéressant. Avant qu'on parle de tes Stingers, qu'on parle de la victoire des Alouettes, parce que tant qu'à t'avoir, on va en parler aussi. Je veux qu'on vienne rapidement sur les Carabins que vous avez battus, mais tout le monde parle de Sénécal. C'était ma question. C'était ta question. Tu vois comment on... Écoute, est-ce que c'est vrai que ce gars-là, c'est... Parce que Mathieu Bertrand a joué. T'as joué contre lui, toi? Non. C'était pas dans tes années. Non, c'était avant moi. Mais on parlait beaucoup de Mathieu Bertrand quand il est arrivé avec les Elks d'Edmonton. Tout de suite, on l'a changé de position. Est-ce que tu penses que Sénécal, c'en est un qui va pouvoir être repêché et jouer au poste de corps? Parce que c'est jamais arrivé, je pense, qu'un Canadien s'établisse comme corps arrière, même dans la Ligue canadienne de football. Franchement, je le souhaite. Moi, c'est Jonathan Sénécal, on m'en a parlé, il est en secondaire 2. C'est assez rare, là, comme coach collégial, que tu te fais parler d'un kid qui est en secondaire 2. Donc, c'est un gars qui déjà démontrait des qualités athlétiques, une puissance au niveau de son bras qui était hors norme. Puis ça s'est transféré tout au long de son secondaire. Ça s'est transféré à Grasset aussi, où il a gagné le Bal d'Or en 2018. Puis, tu sais, au niveau des Carabins, quand tu le regardes encore, mais tu sais, même, je pense qu'il serait le premier à admettre que ça n'a probablement pas été son meilleur match à la Coupe Vanier. Mais, tu sais, quand il est moins efficace par son bras, il est capable d'acheter du temps avec ses jambes, puis de créer des jeux avec ses jambes, tu sais. Un peu comme le ferait Trey Ford en ce moment, peut-être dans la Ligue canadienne. Je pense que Jonathan a un meilleur bras que Trey Ford, personnellement. Bon, maintenant, tu ne pourras pas courir pour ta vie dans la Ligue canadienne. Fait que ça, c'est le bout où Jonathan devra éventuellement démontrer qu'il est capable de lancer de la pochette sur le rythme indiqué par son coordonnateur, puis que le ballon sorte rapidement. Parce que pour courir pour ta vie, tu peux pas faire une carrière comme ça dans la Ligue canadienne, surtout dans du 3 essais, on s'entend. C'est ce que j'allais dire. C'est à cause du 3 essais que tu peux pas... Parce que dans la NFL, maintenant, des carrières mobiles, tu en as. Pourtant, les Canadiennes, le terrain est large. Ouais. J'aurais pensé qu'un carrière mobile aurait pu bien sortir quand même sur l'épingle du jeu. Mais pourquoi c'est les 3 essais? Bien, c'est ça. Dans le 4 essais, en moyenne, tu gagnes 2,5 verges par jeu, puis tu es correct. Dans le 3 essais, la moyenne est déjà plus haute. Fait que tu te ramasses rapidement dans une situation de deuxième élan. Évidemment, tout le monde est plus vite sur le terrain, tout le monde est plus athlétique. Donc, je pense que ça va être un peu plus difficile de faire ça. Ça reste un atout indéniable. Je veux dire, tous les coordonnateurs offensifs préfèrent avoir un gars mobile que pas mobile. Mais ce que je dis, c'est que tu peux pas juste te fier à ça, puis traverser le terrain en courant pour ta vie. Tu l'as dit, Sénécal a été le talk of the town. Tout le monde ne parlait que de lui avant, pendant et après le match. Je sais bien que tu n'es pas dans ce vestiaire-là, mais tu côtoies des corps arrière qui sont souvent les joueurs qu'on parle le plus, qui ont une immense pression sur eux. Comment le OC des Carabins a pu calmer un peu son joueur? Parce qu'à un moment donné, tu es un être humain, puis d'avoir toujours de la pression comme ça sur toi, doit pas être toujours évident. Là. Non, puis tu sais, je pense qu'en début de match, on l'a vu, c'était évident. Là, la première passe qui est une interception, des passes imprécises qui est vraiment pas dans sa nature. Donc déjà là, moi, il y avait 3 minutes de jouer, puis je savais que Jonathan était pas lui-même à ce moment-là. Mais tu sais, les Carabins, la réalité, puis tu regardes un peu le parcours en série éliminatoire, c'est une équipe qui a été tirée par sa défensive toute l'année. C'est ce que je disais, même contre le Rouge et Or, ça a commencé par un gros jeu défensif. 12 à 6, aucun toucher offensif dans le match. Donc clairement, la défensive, tant qu'à moi, est le MVP de cette Coupe Vanier-là. Chapeau à Denis Touchette comme coordonnateur défensif qui a fait un travail incroyable. C'est un beau groupe à maturité qui a vieilli avec lui dans les dernières années. Puis ils ont tout le mérite d'avoir gagné ça. Revenons à ces fameux 3 essais, dans le sens que, d'abord, est-ce que les pourparlers pour 4 essais, c'est pas mal terminé, ça, ou c'est encore dans les... Ça s'est jamais vraiment... tu sais, je sais que la Ligue canadienne avait... Il y avait eu des discussions, là, il y a peut-être 2 ans, mais sans plus, puis nous, on n'a jamais vraiment entendu parler de ça. Il y a le fameux in motion. Les joueurs ont le droit de courir sur la ligne de se donner un élan et tout ça. Tu sais à quel point je salue Marc Rémillard, on est des fans des Dolphins. et là, de plus en plus, Aaron Rodgers qui commence à dire ouvertement « Tabac, la Ligue canadienne, c'est le fun à regarder, je le regarde. » Tu sais, avant, on riait un peu, là, on rit moins. Mike McDaniel le dira peut-être jamais, mais écoute bien, à faire ce qu'il fait en offensive, je sais qu'il a regardé des tapes de la Ligue canadienne de football parce que Terry Hill, ces gens bougent beaucoup. Ouais. J'ai l'impression que là, on commence à nous regarder et on commence à dire « Hey, c'est pas fou les jeux qu'ils font, là. » Ça fait 5 ans que je suis dans le football à 3 essais. Je considère que c'est un sport qui est différent du 4 essais carrément. Par le nombre de joueurs également, la grandeur du terrain. Je pense qu'on a tout intérêt au Canada à promouvoir ce 3 essais-là, au lieu de faire l'erreur, à mon avis, de copier ce que les Américains font.
parce qu'on va perdre à ce jeu-là. Ouais. On n'a pas les ressources financières pour matcher ce qu'ils vont faire au niveau du marketing et ces choses-là. Moi, tant qu'à moi, le football collégial devrait être à 3 essais. Le football juvénile Division 1 devrait être à 3 essais. Puis là, peut-être qu'on pourrait aspirer à avoir un meilleur développement à certaines positions pour envoyer un peu plus de Québécois et de Canadiens dans la Ligue canadienne. Exact. Mais est-ce que tu le vois, ça, que les équipes américaines commencent à sortir vos schémas? Parce que de plus en plus, les gars bougent pas mal plus qu'ils bougeaient avant. Ouais, tu sais, j'ai pas analysé du football à la NFL tant que ça dans les derniers mois. Fait que difficile pour moi de répondre à cette question-là. Mais c'est sûr que il y a des coachs qui traversent la frontière du sud au nord puis du nord au sud. Donc, c'est certain que tout est disponible maintenant. Je peux avoir accès à n'importe quel film de la NCAA, de la NFL puis de la CFL en ce moment en cliquant des doigts. Donc, tout le monde a accès à tout maintenant. Parlons un peu de l'alignement des Stingers que tu avais cette année par rapport à l'an prochain. On en parlait tantôt hors d'onde. On est en période de recrutement présentement. Ouais. Est-ce que vous perdez de bons vétérans? Quelques-uns. C'était pas nécessairement une équipe où on perdait énormément de joueurs. Donc, on a probablement nos meilleurs receveurs en 2023, Ézéchiel Tiède, qui revenait de la NCAA, puis Jacob Salvaire sont des gars qui ont terminé leur parcours avec nous. On est encore en attente de réponse de Olivier Roy, notre carrière, évidemment, qui aurait un impact, c'est clair. Tristan Mancini, un autre receveur qui va être à sa 6e année avec nous l'année prochaine s'il revient. Puis, le gars qui nous a manqué toute l'année, c'est Jalen Greaves, qui avait été nommé recrue de l'année au pays en 2021, qui a eu le syndrome Guillain-Barré il y a à peu près un an. Puis le kid, c'est un fighter. Il a vraiment travaillé fort toute l'année. On l'a habillé en demi-finale. Les gens pensaient que c'était un coup de marketing ou pour faire peur, mais c'était vraiment lui qui méritait d'être habillé. Pas assez pour être parmi l'unité partante, parce qu'il n'avait pas encore retrouvé toutes ses capacités. Mais ça, c'est un gars, c'est certain, qui va nous aider l'année prochaine. Juste vite de même, parce qu'on a sauté quand même pas mal rapidement à tes Stingers, puis c'est bien correct aussi, mais je veux qu'on vienne un petit peu sur tes anciens géants qui ont eu un début de saison correct, mais ça a bien fini, hein? Absolument. Super content pour la troupe de mon chum JP Bégin. Lui, il a du mal dormir en début d'année, on va se dire. Il avait beau dire qu'il était dans un processus, mais ça devait venir le chercher. Puis JP, il veut bien faire, il veut avoir du succès, il a le programme à cœur, puis il se mettait beaucoup de pression. Tu es en Division 1, c'est compétitif, puis je pense que je suis content qu'il ait du succès, c'est mérité. Je pense que l'ajout, le changement au niveau du coordinateur offensif a été un changement vraiment bénéfique avec Dimitri qui a fait un super travail. Je me faisais taquiner dans les estrades, dire qu'il y avait des ressemblances entre les systèmes de Concordia puis de Saint-Jean. Puis j'ai essayé de donner le plus de temps possible moi, dans l'off-season à Dimitri. Je l'ai amené avec Team Québec avec moi. On a passé du temps dans les bureaux pour travailler ensemble. Il est venu à notre camp de printemps à Concordia de A à Z, dans tous les meetings avec les carrières. Donc je voulais essayer de faire ma part en tant qu'ancien le plus possible là, pour leur permettre d'avoir du succès. Puis après ça, tout le reste, ça vient de lui. Là. Donc félicitations à Dimitri, félicitations à JP et tout le reste du staff qui ont eu une belle année avec Saint-Jean. Doit être une fierté pour toi, Dimitri. Je me rappelle, c'est toi qui nous l'avais présenté ici, qui nous l'avait amené lors de sa première année. Puis de voir que maintenant, il peut gagner sa vie avec son sport, pour toi, c'est une fierté. Belle fierté, ça nous fait vieillir, hein, par contre, parce que là, mine de rien, ça fait 14 ans que je coach. Ça fait 5 ans déjà que je pue à Saint-Jean. Puis là, j'ai des anciens joueurs qui sont maintenant dans des postes que j'occupais avant. Hein, donc, c'est assez spécial. Il y a une couple de complotistes cet été qui commençaient à dire que les feux de forêt n'existaient pas au Canada. C'était monté, ces affaires-là. Mais toi, tu peux nous en parler parce que tu étais sur Team Québec. Team Québec s'en allait en finale à Edmonton. La finale n'a pas joué à cause des feux de forêt. Donc, tu étais vraiment en plein milieu. Écoute, d'abord, vous avez eu relativement un bon tournoi, mais comment tu as vécu ça loin de chez vous, les feux de forêt? Écoute, Team Québec, c'est tout le temps une expérience vraiment spéciale. Quand tu es 6 mois avant le tournoi, tu te dis, bon, je vais-tu mettre ça en plein milieu de mes vacances, m'en va loin de la maison, une autre couple de semaines, les enfants, puis tout, c'est difficile. Mais après ça, tu tombes un peu en amour avec tes 40 kids de moins de 18 ans qui ont les yeux grands ouverts puis qui vont écouter ces coachs-là, qui sont tous des entraîneurs universitaires ou près. Donc, en dedans d'une semaine à Edmonton, là, on a passé d'un match correct contre Manitoba, qu'on était une meilleure équipe, donc on l'a gagné. On a sacré une claque à Alberta en demi-finale, qui est une puissance dans ce tournoi-là, habituellement. Puis je chantais vraiment qu'on avait un club qui aurait détrôné les champions en titre qui sont Saskatchewan depuis quelques années. J'étais convaincu de ça. Malheureusement, ce n'était pas un complot parce que je peux dire que quand on sortait dehors, là, la veille du match, la fumée, on la voyait, on la sentait. Puis là, bon, malheureusement, Football Canada, tu te fais prendre dans une situation comme ça, tu n'as pas beaucoup de plan B. Ils nous ont proposé un format à l'intérieur, dans un demi-terrain où on aurait pu faire une espèce de format de prolongation. Malheureusement, Saskatchewan a refusé
cette option-là. Oh, donc, il s'attendait peut-être à ce que ça se passe pas comme il veut. Puis moi, sans prétention, devant tout le monde la veille, au soir, j'ai dit, regarde-moi, mes petits gars, ils vous joueraient dans le stationnement s'il faut. Donc, mes gars voulaient juste jouer. Donc, moi, je suis vraiment déçu à la fin pour eux parce que quand on s'est réveillé le jour du match, le matin, le match était supposé être à 10 h le matin, puis 1 h, puis 16 h, puis 19 h, pour finalement être en plein milieu du stade à Edmonton. Puis être obligé d'annoncer la nouvelle que le match est finalement annulé à la dernière minute, puis que le lendemain matin, on prend l'avion sans avoir l'opportunité de jouer la finale. C'est ce qu'on appelle un coït interrompu. Absolument. Ouais. Donc, tu sais, là, on est co-champion, on a une médaille, on va avoir une bague, mais tu sais, c'est ça. C'est ordinaire. Un petit goût amer, mais tu sais, super fier de cette équipe-là, puis du personnel d'entraîneur. On s'en va à la pause, mais un oui ou un non, est-ce que le fait de ne pas avoir joué la finale, ça te donne envie d'aller la chercher l'an prochain? Absolument. Tu sais, moi, je suis avec eux jusqu'à 2025 potentiellement, donc oui, absolument. On s'arrête et on revient. On va reparler de tes Stingers un petit peu parce qu'on tombe dans ce... Tu sais, toi, tu travailles pas mal. Mais on tombe un peu dans la saison morte avec les Alouettes, c'est terminé, avec la Coupe Vanier, avec tout ça. Donc, on va parler de ce qui s'en vient pour toi durant l'hiver. Puis je veux qu'on glisse un peu des Alouettes, tabarouettes, parce que ça peut juste être dans 10 ans bon pour toi, parce que je pense qu'on va aller chercher pas mal de nouveaux footballeurs. Donc, on s'arrête et au retour, on poursuit avec Alex Surprenant. On parlait en début d'émission, et avec raison, à quel point Montréal est ville de foot. Mais en parlant hors d'onde avec toi, Alex, on se rend compte que c'est le Québec qui est pas mal province de foot. Si on part par en bas, on est champions nationaux au U16, champion au U18. On a gagné la Vanier en fin de semaine, puis la Coupe Grey est à Montréal. Écoute, quand on parle de football en santé, puis on en parlait hors d'onde aussi, ça part du top. Alors, les Alouettes, depuis quelques années, étaient complètement dans l'oubli. Je dis pas qu'on n'allait pas vous voir jouer, mais la province était moins football, un peu, très NFL. Et là, je pense que même moi, là, qui étais un fan, j'ai jamais manqué un match des Alouettes, honnêtement, mais étant en fond. Je ne pouvais pas... au pire, je l'écoutais pas. Exact, c'était là. Je crapais pas rien. Mais là, je peux te dire de quoi. C'était pas très loin, mais là, c'est revenu. Puis c'est très bon pour le foot, ça. C'est clair, tu sais. Puis c'est sûr que, tu sais, je pense que les Québécois, on aime les équipes gagnantes. Ça va être tout le temps, c'est certain, tu sais. Puis le problème, c'est quand on se compare à la NFL, comme je disais, on va perdre parce que tu as une mise en marché, un marketing, des coûts de production incroyables qui font que tu regardes un spectacle à chaque match que tu regardes à la télévision, tu sais. Mais il n'y a pas grand-chose de plus excitant que les 3 dernières minutes d'un match de la Ligue canadienne, tu sais, parce que le temps est toujours arrêté. Tu peux perdre par 2 possessions puis tu peux revenir. C'est jamais fini, ces matchs-là, tu sais. Puis, tu sais, juste dans le football universitaire, moi, ça fait 4 saisons, là, tu sais, on en a eu des matchs de fou. Tu sais, je me souviens d'une victoire contre McGill en 2021 qu'on perd par 22 avec 8 minutes à jouer, ce qui sera un match terminé dans la NFL, hein, on s'entend. Puis on revient pour gagner ça en prolongation. Donc, tu sais, des fois, il y a des règlements. On parlait du 3 essais versus 4 essais. Il y a des affaires qui rendent ça excitant et explosif. Mais tu sais, ça passe par des jeux aériens. Tu sais, ça passe par de l'agressivité au niveau des coordonnateurs offensifs. Je pense que c'est ça aussi. Tu sais. Puis c'est certain que quand les Alouettes gagnent, mais après ça, tu sais, c'est bon pour tout le monde. Tu sais. Fait que, tu sais, félicitations aux Alouettes, félicitations à nos anciens géants, tu sais, puis à Danny Machocha et son groupe. Là. Je pense que le football se porte bien au Québec, mais comme tu dis, ça part d'en haut. Comment ça va, le RSEQ, la Ligue au Québec? Vous n'êtes pas beaucoup d'équipes. Tu sais, on parlait que des équipes qui vont peut-être trouver un petit peu plus le temps long, qui perdent plus souvent, seraient peut-être plus compétitives avec d'autres provinces. Comment ça va? J'ai une sous-question à ça, puis tu pourrais répondre. 8 matchs, tu vas peut-être me dire que c'est une question de coût aussi. Je trouve que c'est pas beaucoup pour développer les joueurs en complément à François. Tu sais, la première partie de la question, je te dirais, la RSEQ est de toute évidence la meilleure ligue. Puis ça, des fois, on perd malheureusement des Québécois qui décident d'aller jouer en Ontario parce qu'ils pensent qu'ils s'en vont parce que le terrain est plus vert, le gazon est plus vert là-bas, puis c'est pas vrai. T'sais, nous, en pré-saison, on a joué Carleton, qui, je pense, qui a fini 4-4 cette année, donc qui est une équipe de milieu de classement
classement dans l'OUA, c'était 27-0 après 3 quarts. Puis là, tu te dis... Puis moi-même, j'ai réalisé des choses cette journée-là en me disant, OK, t'as peu, peut-être qu'ailleurs, c'est le rest of Canada est peut-être un peu moins solide qu'on pensait. Puis on l'a vu en demi-finale canadienne, avec Montréal qui ont sacré une volée à Western. T'sais. Bon, le UBC a été plus compétitif, tant mieux, puis ça donnait un meilleur show à la télévision. Mais je pense que Montréal, offensivement, s'il avait été un petit peu plus clutch, ça aurait été moins serré que ça. Fait que, c'est difficile. Puis même si Sherbrooke et McGill ont eu des saisons un peu plus difficiles cette année à 1-7, mais moi, je suis convaincu que tu les envoies dans les maritimes. Puis tout comme Bishop en ce moment, qui a fini 6-2, il gagnerait la grande majorité de leurs matchs. Tu envoies Sherbrooke et McGill en Ontario, il gagnerait probablement la moitié de leurs matchs. Puis tu nous mets en Ontario cette année, c'est peut-être nous autres qui jouons à la finale provinciale contre Western. Fait que, vraiment, moi, le statu quo m'énerve. Je suis le premier tout le temps à aller cogner à la porte de mon boss et de dire, hey, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de changer ça? Puis je pense que ce problème-là, à 5 équipes, fait en sorte qu'au niveau du recrutement, comme on parlait plus tôt, Laval et Montréal, systématiquement, vont attirer les meilleurs joueurs parce que c'est eux qui finissent dans le haut du classement, alors que les jeunes ne réalisent pas nécessairement que nos équipes sont bonnes en dessous. Puis là, maintenant, bon, nous, on se rapproche, puis ça, c'est intéressant, mais c'est du bon football qu'on joue ici. C'est juste que notre calendrier, il est le plus difficile au pays. On a une saison de 8 matchs. J'en joue 4 sur 8 contre probablement une des 3 meilleures défensives au pays, plus une 5e, donc 5 sur 9 en play-off, où je repogne encore une des meilleures défensives au pays. Donc, tu sais, faire des points dans ce contexte-là sur une base régulière, c'est pas évident, là, parce que c'est tout le temps un des powerhouses nationales qu'on joue contre. T'sais. Revenons aux 8 matchs. On pourrait pas en mettre un peu plus? Ouais, tu sais, là, c'est sûr que c'est difficile à cause que c'est très serré dans le calendrier. C'est vrai qu'on est à l'automne. On est à l'automne, puis là, commencer ça plus tôt. Je pense qu'au niveau des disponibilités, il y a beaucoup de résidents qui sont des athlètes qui sont en résidence. Surtout en Ontario, on nous parle beaucoup de ça. Donc, ça serait difficile de devancer parce que si c'était juste de moi, à la limite, le 8 matchs ne me dérange pas, mais qu'on joue à -10 fin novembre, puis que là, le spectacle est un peu brimé par ça, pour moi, ça fait aucun sens. Moi, je devancerais tout ça de quelques semaines pour que ça finisse fin octobre, début novembre. Je ferais la même affaire si j'étais à la Ligue canadienne pour essayer d'éviter les conflits entre les gros matchs de la NFL et les playoffs de la CFL. Donc, moi, personnellement, je pense que notre sport a tout intérêt à jouer dans des conditions météo qui ont de l'allure si tu veux voir des pointages, des jeux spectaculaires. Je pense que le partisan moyen préfère un 41-38 qu'un 9-6, personnellement. Tu nous avais déjà parlé, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais d'ouvrir les frontières canadiennes et d'avoir une ligue universitaire canadienne, ça se pourrait-tu un moment donné? Financièrement, on me dit que c'est impossible. Je pense que, si je me souviens bien du chiffre, là, je pense qu'un voyage pour aller jouer dans l'Ouest avec des nuits à l'hôtel puis une multitude de repas, là, on parle de quelques centaines de milliers de dollars de voyage en équipe. Tu mettrais cet argent-là sur tes équipements. C'est ça, les installations, ou à la limite, ce qu'on peut redonner aux joueurs, puis on est-tu capable de les nourrir plus, de les habiller plus, d'essayer de diminuer le frais de scolarité, de donner plus de bourses, parce qu'en ce moment, on a 33 bourses, mais on a 60, 65, 70 joueurs qui jouent dans une saison. Fait que c'est des choses que je fais comme ça que je ferais avant. Peux-tu m'expliquer un peu les règlements? En fin de semaine, j'étais en tournoi de hockey à Gatineau, puis dans le bar de l'Arena, on était tous rivés. J'attendais le match de ma fille. Tu me connais, je buvais mon verre d'eau. On écoutait la dernière minute qui m'a semblé complètement interminable. Moi, dans ma tête, il ne restait plus de temps d'arrêt pour l'équipe adverse. Je me suis dit, les Carabins, ce qu'ils ont fait, vont courir avec le ballon. Puis le temps va tout simplement tomber. Et là, on n'avait pas le premier jeu et le temps arrêtait systématiquement. Peux-tu m'expliquer? Moi, je m'attendais à ce que ça continue à rouler quand même. C'est ça. Ce qui est différent vraiment de la NFL, c'est que dans les 3 dernières minutes, le temps va arrêter jusqu'à temps que le sifflet de l'arbitre moi, je croyais que ça arrêtait au premier essai, le temps qu'on déplace les chaîneurs. Mais là, j'ai appris quelque chose. À tous les jeux, c'est ça. Le temps va arrêter systématiquement. Donc, évidemment, c'est sûr que tu as quand même avantage à sortir quand même en dehors du terrain. Comme ça, quand l'arbitre va repartir de 80 secondes, le temps va être effectivement encore arrêté au lieu de recommencer. Mais systématiquement, entre chaque jeu, le temps s'arrête. Donc, ça allonge le suspense, si tu veux. C'est ce que j'aime bien du football canadien. Qui est encore plus prédominant au quatrième. Au deuxième quart, oui, mais le jeu... Puis Mike Pressman le disait toujours, c'était 57+3. Hein, exact. C'est bien dit, puis c'est exactement ça. Et rapidement, comment va le recrutement jusqu'à maintenant pour ça va. Nous, offensivement, on a déjà 2 receveurs de passe, 3 receveurs de passe qui sont engagés avec nous, dont Félix Joly des Géants de Saint-Jean, qui s'ajoute avec nous. On a un joueur de ligne offensive de Beauce qu'on n'a pas annoncé qui va sortir dans les prochains jours. On a un porteur de ballon qu'on avait, d'Édouard Montpetit, qu'on a annoncé aussi, et ce, même en début de saison, si je me rappelle bien. Donc, ça va. C'est certain que c'est encore une fois, c'est compétitif. Puis il y a 2 équipes qui ramassent une grosse passe
part du bateau, du gâteau. Tu sais, ce que je déplore, c'est que moi, quand je jouais au Géant ou au Carabin, il y avait 75 joueurs dans ces équipes-là dans la fin des années 2000, alors que là, en ce moment, c'est des alignements de 100, 105 joueurs. Donc, tu sais, les équipes sont plus gourmandes, ça en laisse moins aux autres. Je pense que ça favorise pas la parité non plus. Donc, ben c'est ça, on fait ce qu'on a à faire. C'est quoi vos arguments de vente, rapidement, Alex? Tu sais, ce que je veux dire, on parle de Québec, Montréal, le nombre de coupes, les installations. Vous autres, à Concordia, qu'est-ce qui fait que les joueurs vont se commettre chez vous? Ben, je pense qu'en 2023, avoir l'opportunité de rentrer comme francophone puis sortir de là bilingue, c'est un avantage indéniable. Moi, personnellement, je suis rentré là à 33 ans avec un anglais correct. Je suis capable de commander au McDo si je m'en vais en Floride, là, mais tu sais, je n'étais pas parfaitement bilingue. Mon premier discours en février 2019 à mon attaque versus la façon que je m'exprime aujourd'hui en anglais, c'est deux mondes. Change-moi tes mots, hein? Si c'est bon pour moi à 38 ans, imagine comment c'est bon pour le gars de 19, 20 ans, 21 ans qui rentre puis qui sort de là avec un bac. T'sais. On s'entend que dans la plupart des domaines de travail, plus tard dans ta vie, tu vas avoir besoin de l'anglais. Je pense que les statistiques, avec Statistique Canada, c'est prouvé que quand tu es bilingue, tu vas avoir une meilleure rémunération dans ta vie. Donc ça, c'est un argument évidemment super important. Puis j'ajouterais aussi le fait que tu es à Montréal. Montréal, au niveau mondial, c'est tout le temps il y a des classements qui sortent annuellement. C'est une des 4, 5, 8 meilleures villes étudiantes au monde. Fait que, des fois, on a Montréal vraiment dans le visage, on l'oublie, ça. Mais il y a des gens d'Asie qui viennent étudier ici pour cette raison-là. Ça, c'est un trip aussi. Le petit gars qui arrive de Matane, là, je pense à William Castonguay, un gars des pionniers de Rimouski. Ben, lui, il a adoré Montréal, puis il va s'établir à Montréal après son université. Il va être bilingue. Exactement, puis il va être bilingue. Mais il reste 30 secondes, puis tu es un rouge et or, tu seras toujours un rouge et or. Peut-être que tu vas revenir plus rouge et or quand tu te berceras, là, ou si un jour tu retournes à entraîner cette équipe-là. Mais en attendant, le fait qu'ils jouent avec des joueurs de, mettons, 110 sur le roster, des choses de même, est-ce que quand tu joues contre eux autres maintenant, tu n'es plus un rouge? Est-ce que ça vient te chercher? Ça fait longtemps que je ne suis plus, pour être bien honnête. Puis je pense que quand tu deviens coach collégial, un peu comme Jean-Philippe aujourd'hui, je vois un différent Jean-Philippe à sa première année à Saint-Jean puis à sa dernière, où tu te dois d'être un peu plus neutre là-dedans, puis d'essayer d'aider puis de conseiller tes joueurs le mieux possible. Fait que non, ça fait longtemps que je suis plus un rouge et or. Hey, bonne continuité. Merci. On aime ça parler foot avec toi. On parle des Stingers, mais on parle de pas mal de tout en général. Bon hiver. Et puis, c'est sûr qu'on va se reparler bientôt pour continuer à te suivre. Puis, c'est le fun que les gens puissent regarder à TVA Sport, honnêtement. Du bon football universitaire. On s'arrête et au retour, de quoi on parle, j'en ai aucune idée. De bingo? Ouais, peut-être. Tu savais-tu que Francis Quintal-Lauzon sera la tour cette semaine? Non. Du fumoir de... Oui, ça a l'air que ce sera ça. Bougez pas. Et François, pour les gens qui nous écoutent le dimanche matin avec un petit café à la main... Au 69, bingo. Merci de regarder Sport Express juste avant votre bingo, tout le monde. Ouais, voilà. Hey, bonne chance. Pour vrai, carte pleine, c'est quand même assez payant. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye bye.